En campagne, votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi. Il est très exactement 11h passées de 5 minutes, deuxième heure de votre émission en campagne avec un invité, candidat numéro 12, élection présidentielle, son nom Patrice Majondo Mwamba. Bonjour monsieur le candidat numéro 12. Bonjour. Alors, qui est le candidat numéro 12 ? Selon les informations que nous avons réussi à glaner, le candidat numéro 12 est un pur produit de la diaspora. Grandi en Belgique, il a fait ses études et a longtemps vécu aux États-Unis et c'est de là qu'il nous arrive pour présenter son programme, son offre, sa candidature à la présidence de la République. Alors, question, celle que nous posons à tous, pourquoi être candidat président de la République? Bonjour à vous, la parole est à vous. Écoute, d'abord, je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. C'est un honneur d'être ici. Et pourquoi ? Très simplement, je suis un Congolais... c'est bon ? Oui, allez-y. C'est bon ? Ok. Oui. Le pourquoi, c'est parce que je suis un Congolais concerné. C'est un ras-le-bol. Ok. Pour l'information, ça fait plus de 10 ans que je suis ici au Congo. J'ai vécu une vie assez privée. Dans le temps, je n'ai pas eu besoin de me faire connaître et donc j'ai conduit mes business comme il fallait. Mais même pour quelqu'un dans ma position, ça a été et c'est toujours très dur de pouvoir avancer certaines choses. Mais aujourd'hui, le Congo se trouve à un rond-point très important. Et pour moi et pour ma génération, ce rond-point est tellement crucial que le Congo et le Congolais ne peuvent pas se permettre de manquer cette sortie. Alors, on n'est pas candidat président sans projet. Quelles sont vos priorités en matière politique, de justice notamment, parce qu'on a beaucoup parlé de réformes économiques et autres. Pour que les choses ne soient plus ce qu'elles sont, vous le regrettez d'ailleurs, qu'est-ce que vous proposez aux électeurs congolais qui vous écoutent ? Écoutez, c'est très simple pour moi. Vous savez, on a eu l'indépendance au Congo en 1960 et aujourd'hui on est en 2023. On est toujours là à parler des solutions, des problèmes congolais, alors que les problèmes on les connaît parce qu'on les vit. Okay. Je vous invite à vous mettre sur le boulevard du 30 juin à 14h et sentir le trafic. Okay. Ça c'est le problème, ça c'est un des problèmes. Les solutions on les connaît. Okay. Mais maintenant, le problème pour moi, je pense que la chose la plus importante, c'est trouver la capacité de pouvoir implémenter ces solutions dont on connaît. Okay. C'est pour ça que je me présente à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Vous partez d'un ras-le-bol parce que vous vivez ici au Congo depuis plus de 10 ans maintenant, mais on ne devient pas président sur un ras-le-bol. Absolument. Mais quand je dis un ras-le-bol, c'est un processus. Comme je l'ai dit très clairement, aujourd'hui, le ras-le-bol, c'est le fait qu'on est victimisé, dans ce pays par un certain leadership. Et aujourd'hui, quand je dis un ras-le-bol, c'est peut-être pour un manque de meilleure terminologie, mais c'est vraiment comme je me définis et je définis mon mouvement. Je suis un Congolais concerné. Okay. Je suis là et je me dis, voilà, on connaît le problème, on connaît les solutions, comment est-ce qu'on peut implémenter ces solutions, et c'est là qu'il y a le blocage. Alors, en tant que Congolais concerné, et j'espère que tu l'es aussi, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir être une valeur ajoutée à mon pays ? Et voilà, je me présente. Je pense que j'ai quelque chose à offrir dans ce pays. Je pense que j'ai une valeur ajoutée à offrir à ma population et à mon pays. Et voilà, je me présente. Mais pourquoi directement briguer la magistrature suprême plutôt que de gravir les échelons ? Vous parlez des difficultés de Kinshasa. Vous pouvez postuler comme candidat député au gouverneur de la ville. Directement, vous visez le sommet ? Absolument. Alors, vous savez, très simplement, j'ai beaucoup d'amis. Je pense que Christian le sait. J'ai connu Christian quand j'étais tout jeune petit. Donc, beaucoup de mes amis d'enfance sont aujourd'hui ici au Congo, avec qui on a été aux études à l'étranger. Beaucoup de mes amis ont des positions assez importantes dans ce pays. Et voilà, dans ma profession d'affaires, j'ai accompli certaines choses. J'ai conseillé beaucoup de chefs d'État au niveau africain et même certains chefs d'État au niveau européen à travers ma compagnie qui s'appelle MMF International.
Et je pense qu'on s'est rencontrés quelques fois à Washington avec Christian sur différents topics. Et donc, voilà, j'ai cette habitude et j'ai cette réalité de leader et du leadership. Et donc aujourd'hui, si je devais me présenter en tant que député ou sénateur ou gouverneur, je pense que mon apport dans mon pays ne serait pas vraiment impactant. Alors qu'aujourd'hui, avec ma capacité et mon accomplissement, je suis extrêmement à l'aise de me présenter à la magistrature suprême de notre pays, absolument. Pour faire quoi? Politique. Qu'est-ce que vous avez constaté que ça n'allait pas? Qu'est-ce que vous changez prioritairement au niveau politique, vie des institutions? Ben alors, tu sais, Christian, je vais être très simple. Okay, j'ai d'abord, faut que ce soit clair, j'ai lancé un mouvement. Je me présente en tant qu'indépendant et non pas sous l'effigie d'un parti politique quelconque. On en a 937 au Congo aujourd'hui. Donc on peut très rapidement se noyer dans la masse. Et donc je lance le mouvement qui s'appelle Notre Congo, notre fierté. Mais je le mets en anglais, hein, Our Congo, Our Pride, parce que je pense qu'aujourd'hui, le plus gros problème aujourd'hui du Congo, c'est l'inhabilité de pouvoir reconnaître justement sa valeur. Sa valeur aujourd'hui n'est pas notamment dans les mines, ou dans l'énergie, ou dans je ne sais quoi d'autre, mais elle est plutôt dans sa population. Et on a aujourd'hui une jeunesse congolaise très forte, très jeune, qui aujourd'hui, pour moi, la richesse du Congo, c'est sa jeunesse. Hein, notre valeur ajoutée aujourd'hui au monde, c'est notre jeunesse. Et donc, vous me parlez de changer... Qu'est-ce qu'on pourrait changer au niveau politique? Moi, je vous dis très clairement, dans mon mouvement, on ne veut pas changer quoi que ce soit. On veut amener une valeur ajoutée, c'est-à-dire, aujourd'hui, je veux être cette dynamisation dans cette jeunesse congolaise. Parce que pour moi, ce n'est pas normal de me balader dans les rues de Kinshasa, Bandaka, Lubumbashi, Goma, Bujimaï, et de voir des millions et des millions et des millions de mes jeunes frères et sœurs errer dans les rues. Et qu'est-ce que vous allez faire pour qu'ils ne errent plus? Allez, je pose la question différemment. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez changer dans le mode de fonctionnement de la République pour que toutes ces personnes n'errent plus? Absolument. Alors, la première des choses qu'on doit faire dans notre pays, c'est de créer des programmes de formation. Aujourd'hui, le Congo a besoin de se construire. Et on attend très souvent les gens dire on doit reconstruire le Congo. Moi, il faut qu'on me montre qu'est-ce qu'il y a à reconstruire dans ce pays avec beaucoup de respect et d'humilité. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de construire notre pays. Comme beaucoup de pays émergents, là, je reviens justement de l'Inde, où j'étais un invité officiel du gouvernement indien. Et j'ai été vraiment extrêmement impressionné par la capacité, justement, de progression qu'ils ont eue en 25 ans. Et ça, c'est une population de 1,3 milliard, 1,4 milliard d'individus. C'est la taille du Congo 2 fois et demi. Et ils ont été capables vraiment de pouvoir créer ce changement. Et ils le vivent aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, le Congo, pour moi, on doit le construire, pas le reconstruire, le construire. Et pour le construire, on a besoin de cette jeunesse, on a besoin de cette force, on a besoin de l'expertise. Et donc voilà, l'impact premier de notre programme, de notre mouvement, c'est vraiment créer des centres de formation sur tous les 26 provinces du territoire. Pas qu'un, pas que deux, mais plusieurs, parce qu'aujourd'hui, le Congo a besoin non pas des docteurs et des avocats et des ingénieurs. Ça sonne bien, ça fait bien, c'est fantastique, pour impressionner. Mais en réalité, c'est pas avec eux qu'on va construire des buildings ou l'infrastructure ou éventuellement même développer justement nos secteurs de santé. Mais on a besoin d'infrastructures. Première chose, c'est les routes, les buildings. Je veux juste créer un certain confort. Et aussi, la chose la plus importante, c'est aussi le secteur agricole. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la nourriture au Congo, alors que dans le passé, on a été capable de nourrir plus de 2 milliards de personnes. Et aujourd'hui, ce secteur agricole est totalement inexistant. On est très souvent fiers, et toi tu le sais parce que tu voyages dans tous ces forums, où aussi je t'ai souvent vu, on est toujours là à dire que le Congo a 80 000 hectares de terres arables. C'est beau tout ça sur papier, c'est fantastique, mais en réalité on n'utilise que 5% de ça. Alors moi, c'est une question qui m'interpelle beaucoup. Osez Manzanza, oui. Monsieur Patrick Majolo, vous avez dévoilé votre chapelet des bonnes intentions, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour amener justement ces changements que vous souhaitez en termes notamment des réformes institutionnelles? Est-ce que l'architecture organisationnelle actuelle de la société, c'est bon, on va aller avec, ou vous comptez changer des choses en termes de réformes institutionnelles? Moi, je vais garder tout comme c'est actuellement, parce que la priorité n'est pas là. Ça, c'est une distraction. Encore une fois, comme nous au Congo, on adore ça, le flash.
Okay, il faut parler fantastique. Hein. On a la langue de Molière. Ça fait bien, ça sonne bien. Mais la concrétabilité, c'est quoi la substance? Moi, je viens d'un secteur de travail qui est basé notamment sur la productivité. Vous pouvez me raconter toute votre histoire. Je l'écoute, ça me fait du bien. Mais à la fin, quand on a fini, moi, j'y gagne quoi, moi? Comment est-ce que j'avance? Alors, aujourd'hui, on peut parler de comment est-ce qu'on peut faire des réformes à tout niveau. Mais vous pensez que c'est le problème au Congo? Depuis 1960, on a eu l'indépendance. On est en 2023. Et aujourd'hui, nos aînés, nos papas, ils ont été parmi les plus intelligents de ce continent. Ils ont géré ce pays comme vous le savez. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient bêtes assez de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire? On a aujourd'hui le Congo, pour votre information, parmi les meilleures régulations au point de vue législatif. Mais est-ce qu'on les met en marche? Parce que le problème, on peut drafter tout plein de choses. Mais comment tu les mets en marche? On a été incapable de le faire. Mais, again, encore, pour ne pas être distrait, je ne veux pas être discret et surtout, je ne veux pas raconter des histoires à notre population. On va se concentrer sur l'implémentation des choses. Moi, toutes ces régulations ne m'embêtent pas. Et je pense que ce n'est pas là le problème. Le problème aujourd'hui, on doit trouver le moyen d'occuper notre jeunesse, donner une identité à notre jeunesse et créer un écosystème dans notre pays qui va nous permettre d'avoir une certaine qualité de vie. Ce n'est pas normal qu'on soit un pays aujourd'hui extrêmement riche, mais incapable de manger. Alors, vous venez de la diaspora, on parle réforme institutionnelle, vous ne souhaitez rien changer. Ouais. Vous avez vu, là où vous êtes passé, en Europe tout comme en Amérique, des Congolais qui éprouvent des problèmes pour entrer travailler ici, oui, alors qu'ils ont des compétences. Problème, la nationalité congolaise est une et exclusive. Qu'est-ce que vous faites pour permettre ou favoriser, par exemple, tous ces Congolais qui sont bloqués à l'étranger, qui ne savent pas rentrer parce que la loi congolaise, dans son état actuel, ne permet pas? C'est quoi votre lecture des choses par rapport à cette disposition de la loi? Moi, je vous aime déjà. Vous savez, le problème n'est pas de changer cette loi parce qu'éventuellement, aujourd'hui, tout Congolais de souche peut venir et avoir un visa à l'aéroport. Okay, ça, encore, c'est peut-être une chose positive qu'on doit donner du crédit à l'actuel chef de l'État, son Excellence Félix, par rapport à ça. Donc ça, ce n'est pas un problème aujourd'hui. Le problème de la diaspora congolaise, ce n'est pas de rentrer au Congo. C'est quand ils arrivent au Congo, être incapables de développer quoi que ce soit. Parce qu'ils sont rackettés. On est rackettés. Et la raquette au Congo est devenue une institution. Et on te dit, Ezala Kaboyawa. Tu n'as pas qui vit pas. Ok, ça c'est assez. Ok, ça fait plus de 60 ans qu'on a entendu cette chanson. Moi, si ça c'est Ezala Kaboyawa, ça va. Il faut me démontrer que voilà, aujourd'hui on est à Gombe, qui est aujourd'hui le quartier le plus huppé du Congo. Hein, Gombe, il n'y a pas mieux que Gombe dans toute la République du Congo. Mais moi et toi, on peut juste descendre en bas. La République démocratique du Congo. Oui, la République démocratique du Congo, effectivement. Oui. Votre propre expérience en matière d'affaires, votre propre expérience dans le domaine parlant de la réintégration ici dans la société congolaise a été comment? Mais vous savez, je suis rentré au Congo... La diaspora est rackettée. Vous rigolez parce que vous savez que c'est vrai. Bon, enfin... Je suis rentré au Congo il y a 10 ans. Okay, alors... Quand je rentre au Congo après ma carrière sportive. Et donc, je connaissais tout le monde, j'avais accès à tout le monde. Moi, je rentre à l'époque, c'est le leadership Kabila qui gère ce pays. Et je pouvais rencontrer qui j'avais besoin pour conduire certains business. Et dès ce moment, à l'époque, je ne connaissais pas très bien la réalité. Alors, tu reviens comme un novice, comme un bébé, et tout le monde te dit « on peut faire ça pour toi, on va faire ça pour toi, on peut faire ça pour toi ». Et tu viens avec des investisseurs, et bien sûr, on te fait le show. Hein. Tu as la voiture présidentielle qui te prend à l'aéroport, tu as un visa qui vient d'un conseiller spécial du président, tu as des rendez-vous dans des bureaux avec des personnes qui ont des titres extrêmement impressionnants. Et la réalité est que, bon, quand vous parlez justement de certains projets, on te dit, voilà, mon fils, c'est bien, on est très content, on est fiers de toi, mais en fait, après tout ça, on se retrouve comment? Maintenant, vous devez expliquer ça à vos partenaires. Le problème dans le business, ce n'est pas la capacité ou l'inhabilité de faire certaines choses économiquement, mais il y a en fait une certaine éthique. Hein, on parle de corruption. Moi, je n'ai pas nécessairement un problème. Encore une fois, je ne veux pas être là à pointer du doigt qui que ce soit, mais la réalité est qu'avant que les gens se retrouvent, il faut déjà qu'on puisse être capable de construire quelque chose. Je ne peux pas arriver à un endroit, vous donner $10 sur un projet de $15 et j'ai encore rien vu.
Juste parce que votre titre fait que vous êtes conseiller tel, ou ministre tel, ou député tel, ou sénateur tel, ou gouverneur tel. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, si ensemble on peut construire quelque chose, établir une institution, mais pour moi c'est totalement légitime que les gens puissent mériter quelque chose, parce que tout travail mérite récompense. Absolument. Et donc, j'ai été victime autant que beaucoup, pour répondre à votre question, cher frère, j'ai été victime autant que beaucoup de Congolais de la diaspora. Quand ils reviennent dans ce pays, c'est le premier problème. Combien ont perdu leurs biens à l'étranger parce qu'ils sont venus, ils ont payé, ils ont cru, parce que, vous savez, quand vous voyez un excellence, comme ils aiment dire, excellence honorable, ça peut, au bout d'un moment, vous perturber. Hein, vous commencez à rentrer dans la peau de l'individuel. Donc, ça, c'est le problème. Le problème, ce n'est pas la diaspora. Le problème, c'est l'individuel au Congo. Et c'est cette mentalité qu'il faut qu'on change. Pas de réforme institutionnelle, vous avez dit. Non. Mais vous venez pour être candidat, vous sollicitez les suffrages dans un pays agressé. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire pour ramener la paix dans la partie est du pays? Écoutez, encore une question très pertinente de votre part. Vous savez, aujourd'hui, on est africain. OK? On est africain. Et vous allez beaucoup m'entendre donner du crédit à certains des candidats avec lesquels je suis aujourd'hui, je dirais, en compétition. Hein, mais je veux juste pour mentionner, par exemple, aujourd'hui, on a, en tant qu'Africains, ouvert le chemin du dialogue. Okay? Juste que je pense qu'à ce régime ici, on a souvent eu besoin de l'assistance de l'Occident, de la France, de la Belgique, de l'Amérique, pour venir mettre une certaine pression à qui que ce soit. Aujourd'hui, ce problème qu'on a à l'Est est en train d'être fixé par des frères africains. Hein, le Kenya, l'Angola, je sais qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud est aussi en train de s'en mêler d'une certaine manière, positivement. Et donc, pour moi, il faut faire des compromis. Okay? Parce que les gens sont très rapides à parler de guerre. Moi, je vous pose la question. Vous avez des enfants? C'est la question que je vous pose. Vous avez des enfants? Oui. Je suis parent, oui. Ok. Vous aimeriez envoyer votre enfant en guerre? Si nous sommes agressés, j'aurais besoin de... Oui, si actuellement on est agressé. On est agressé actuellement. Ça, c'est concret. Ça, c'est même pas, on n'a pas besoin d'en discuter. Mais la question que je vous pose, vous aimeriez envoyer votre fils et votre fille à la guerre actuellement, au front? La réponse est claire. Personne ne voudrait envoyer son fils à la guerre. Merci. Mais personne ne va accepter, parce qu'il ne veut pas envoyer son fils à la guerre, d'être objet de mépris et de domination d'un pays tierce. Absolument, et j'ai posé cette question pour justement continuer sur cette trajectoire. La raison pourquoi je pose cette question, c'est parce que je pense qu'on doit exaucer toutes les possibilités de dialogue, diplomatique, personnel. Et comme on est des Africains, en africain, il y a le dialogue diplomatique, mais il y a aussi le dialogue de frères. Aujourd'hui, dans toutes les familles, moi dans ma famille autant que dans beaucoup d'autres, par moment, il y a des divergences. Hein? Par moment, maman prépare une cuisine qui ne fait pas plaisir à un frère ou à une sœur. Mais ça ne fait pas de nous qu'on va s'entretuer parce qu'il y a une divergence. Il faut juste si les dialogues n'apportaient pas le résultat escompté. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'on a exaucé toutes les possibilités? Ça, c'est la question que je vous pose. Moi, je pense que non. Vous pensez qu'on peut discuter avec quelqu'un qui est de mauvaise foi et qui ne reconnaît même pas qu'il est là? Mais vous savez, écoutez, il faut comprendre le problème déjà à sa source. À sa source, c'est qu'il y a eu des individuels, des pays qui sont venus, entre parenthèses, nous libérer en 1994-95. On était tous contents. Hein. Je pense que tout le monde a applaudi, content dans les rues. Changement, changement, changement. On adore toujours, comme j'ai dit, on adore toujours le folklore, respectueusement 97. Parlant. Aujourd'hui, pour moi, 97, merci beaucoup pour la précision. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore exaucé tous les chemins diplomatiques. Et surtout, pour moi, ce qui est important, parce qu'on est africain, et finalement, en Afrique, on devient mature aujourd'hui. On ne l'était pas il y a 15 ans, mais aujourd'hui, on est mature. On est en train d'exaucer tous ces chemins. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement? Parce que vous êtes candidat président de la République. Vous êtes censé avoir suivi tout ce qui a été fait. Oui, bien sûr. À l'actualité. Et même plus que vous. Oui, non, mais je vous donne le sens parce que j'ai une certaine accessibilité et donc je sais qu'il y a quand même il y a un engagement qui a été mis par certains chefs d'État de la région. Ça ne profite à rien. On ne va pas aller sur ce terrain. Moi, je veux juste savoir. Par rapport à ce qui a été fait depuis plus de 20 ans que nous sommes agressés, depuis plus de 20 ans que des populations congolaises, que nos compatriotes meurent du fait de cette agression,
qu'est-ce que vous allez faire de plus en termes de dialogue, d'échange avec ceux qui nous agressent? Ok, est-ce que vous pouvez au moins accepter qu'on soit honnête quand on se parle ici? Parce que depuis 20 ans, vous pouvez me rappeler, il y a 15 ans, est-ce qu'il y avait un dialogue? Il y a 15 ans? Il y a 10 ans, est-ce qu'il y avait un dialogue? Oui, mais... Non, je vous pose la question. Le dialogue a été initié avec ce régime ici, actuel. C'est ce régime qui a ouvert ce dialogue. Le président Kabila, son excellence, l'ancien président, n'a jamais entamé un dialogue quelconque, ni avec l'un ni avec l'autre. C'est avec ce régime qu'il y a eu un dialogue et une feuille de route qui avait été ouverte par rapport à ça. Le président Kabila a également échangé, a dialogué, à s'arranger même avec le Rwanda qui, à un moment donné, sous le régime Kabila, a même envoyé des troupes ici pour traquer les FDLR. Alors, mais solution n'a toujours pas été trouvée. Raison pour laquelle je dis, je mets tous ces régimes dans le même sac. Oui. Tshisekedi, Kabila, ils ont dialogué, ça n'a pas marché. Oui. Vous dites qu'il faut encore dialoguer. Bien sûr, parce qu'est-ce qu'il faut faire en plus de ce qu'eux, ils ont fait? Le problème aujourd'hui, c'est un problème économique. On le sait tous, on ne va pas se le cacher. C'est un problème économique, c'est un problème de business, c'est un problème de gros sous. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On le sait. Alors, comme dans tout business, il faut se mettre à la table et compromettre. Le Congo aujourd'hui est le mastodonte de cette région. Okay? On est l'éléphant de la sous-région. On a 9 frontières, plus l'Atlantique, ça nous donne 10. Okay? On ne peut pas être assis là, à parler un français technocrate qui sonne bien, et tout en n'étant pas honnête avec nous-mêmes. Mais le président Tshisekedi l'a fait. Le président Tshisekedi l'a fait. Il a dit clairement qu'il a fait venir le président rwandais pour dire on n'a pas à continuer à s'entretuer ou à s'accuser. Oui. Mettons-nous autour d'une table, mettons ensemble une collaboration pour gérer ensemble ou partager les gains de ces cohabitations, on va dire. Voilà. Oui. Faisons du business et gagnons ensemble, plutôt que de vous voir nous agresser pour nous voler nos richesses. Ça n'a pas marché. Non, alors moi, je prends un autre angle. L'angle est qu'aujourd'hui, je ferai m'asseoir à la table, j'amènerai à la table les acteurs économiques de cette région-là, de cette partie du monde, qui profitent de ça. On les connaît. Aujourd'hui, j'ai été, moi personnellement, reçu par différents sénateurs aux États-Unis. Ils ont des briefings avec les noms des compagnies qui profitent aujourd'hui des ressources qui sont exportées à partir du Rwanda et des autres pays de la région. Certaines compagnies qui sont au Congo, qui profitent de certaines ressources naturelles qui se trouvent dans cette région. Moi, je prendrais l'angle justement d'amener à la table toutes ces multinationales et à travers eux, amener une solution durable. Parce qu'à la fin de la journée, comme je disais tout à l'heure, une instabilité aujourd'hui à l'Est, comme elle dure et qui s'empire de plus en plus, n'est pas profitable ni pour nous au Congo et ni pour les voisins. Donc la solution pour la paix dans l'Est du pays doit venir nécessairement d'ailleurs, pas de la RDC. Mais monsieur, tout à l'heure je vous ai dit que j'étais déjà content que le fait qu'on était mature en tant qu'Africains et qu'il y avait des Africains aujourd'hui qui étaient actuellement en train de trouver des solutions, notamment l'Angola et le Kenya pour nommer que cela. Et alors qu'est-ce que je dis en plus que ça? L'angle que Patrice Majono Mwamba étant demain le chef d'État de la République démocratique du Congo, j'amènerai ces multinationales à la table parce qu'on sait qui ils sont. C'est pas caché. Si on cache nous en Afrique, en tout cas dans les pays développés, on cache rien. On sait qui fait quoi, qui fait où et comment est-ce qu'ils le font. On les amène à la table, on essaie de trouver une solution. Parce que vous savez, vous en tout cas si vous êtes un homme d'affaires, moi qui suis dans les affaires, aujourd'hui tu es dans les affaires pour faire de l'argent. Tu n'es pas dans les affaires pour faire du caritatif. Tu n'es pas dans les affaires pour changer le monde. Tu es dans les affaires, tu mets tu essaies de récupérer 1,5 ou 1 point quelque chose. Alors ces compagnies-là, s'ils ne trouvent pas du sérieux chez nous, ils vont trouver des solutions pour faire leur business. Monsieur Patrick, s'il vous plaît. Oui. On parle bien des gens qui sont animés des mauvaises foi. Excusez-moi, mais un agresseur, un voleur qui arrive, qui vous vole, qui vous pille vos richesses, qui tue vos populations et qui fait profiter ou qui deal avec vos richesses, et avec vos richesses qui deal avec les multinationaux que vous comptez réunir autour d'une table pour discuter, je ne sais pas si la démarche que vous proposez est réaliste. Ah, carrément. Parce que ces multinationaux sont derrière nos agresseurs. Ils profitent très bien de tout ce qui se fait dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui. Vous pensez qu'avec votre simple bonne foi, ils vont accepter de s'asseoir autour de vous et d'arrêter de soutenir celui qui les alimente?
par ces voies-là. Mais vous avez, si vous avez déjà été, je pense que vous l'avez déjà fait, aller à l'international, dans les pays développés, il y a des lois. Et dans ces pays-là, ces lois fonctionnent. Okay, c'est peut-être pas comme ici. Hein? Vous connaissez Nayebi Moutou. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des lois. Peu importe qui vous êtes. Aujourd'hui, on a vu des personnalités extrêmement importantes qui étaient en prison, que ce soit en Europe, en Amérique, même dans certains pays asiatiques. Donc, dans ces pays-là, il y a des lois. Par rapport à ces lois-là, oui, je suis très confiant que ces multinationales vont s'asseoir. Et ça, c'est peut-être, pour moi, c'est un angle qui n'a pas encore été utilisé. Aussi simple que ça. Mais encore une fois, aujourd'hui, comme je dis, je vais vous poser une question. Vous avez déjà vu un voleur qui rentre dans une maison noire et voler parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il vole? Tout est noir. Le voleur qui rentre dans une maison et il vole quelque chose parce que où il y a un peu de lumière, ou alors on l'a déjà démontré, on l'a déjà montré qu'est-ce qu'il y a et où ces choses-là sont. Aujourd'hui, on parle de, peu importe comment est-ce que vous voulez articuler les personnes qui agressent notre pays, c'est parce qu'à un moment donné, on a ou travaillé avec eux ou on les a laissés faire venir. Mais moi, je me rappelle qu'à un moment donné, on était tous contents que certaines personnes étaient venues pour changer un système. Aujourd'hui, pour moi, au lieu de créer cette dynamique qui aujourd'hui peut engendrer beaucoup de pertes de deux côtés, mais surtout, comme j'ai dit, nous, on est là, on parle, mais il y a des papas et des mamans. Moi, j'étais à Goma, il y a un peu plus d'un mois de ça. Ce que j'ai vu là, je suis désolé, parce que moi, j'ai passé pas mal de temps à Goma avant ça. OK ? Et j'avais jamais réalisé, en fait, à quel niveau, à quel point cette guerre est en train d'impacter, pas une vie, pas deux vies, mais des centaines de milliers de vies. C'est choquant. Et quand vous voyez ça, c'est bien dans votre bureau à Kinshasa, à l'air conditionné, de dire des choses. Mais allez mettre vos pieds dans cette... Vous n'étiez que dans la ville de Goma. Mais j'ai fait Goma, j'ai fait Bukavu, j'ai fait Yuturi, Kisangani, j'ai fait... Il n'y a pas un cas de déplacés à Goma. Pardon? Il n'y a pas de camps de déplacés à Goma. Goma, c'est une ville qui fonctionne. Non. Et la situation dont vous faites allusion... Non, écoutez, on parle de... Oui, dans les environs... Il était à Goma. Oui, mais dans les... à 5 minutes de Goma, il y a des camps de réfugiés. Mais voilà pourquoi est-ce que le Congo ne fonctionne pas. À vous écouter, aujourd'hui, vous dites, on doit quand même comprendre, puisqu'ils sont venus et qu'à un moment donné, on a eu besoin d'eux, on doit quand même comprendre que le Rwanda doit récupérer ce pourquoi des Congolais se sont engagés à leur donner raison de leur intervention au Congo. Non, j'ai jamais dit ça. Ce que je dis est que, aujourd'hui, on a fait rentrer quelqu'un dans nos pays, 1, 2, 3, peu importe. Mais la philosophie qu'on doit comprendre est que le Congo est le plus gros pays de la sous-région, avec les plus grosses ressources naturelles potentielles. Nos voisins n'ont peut-être pas les mêmes capacités. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il faut qu'on soit des hommes de notre temps, comme j'aime le dire. Il faut être un homme de ton temps. Être un homme de son temps, c'est un homme qui comprend les dynamiques de notre moment. Alors, moi, je pense qu'on peut profiter de nos voisins et nos voisins peuvent profiter de nous. Moi, je prends un exemple simple. Tu vas aux États-Unis, le Mexique, le Canada, l'Amérique, c'est le mastodonte du coin, mais l'Amérique profite beaucoup de toute la main-d'œuvre mexicaine. Mais ça ne fait pas du Mexique un ennemi quelconque ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'ils ont compris où leur force commence et où elle termine, vice-versa, autant qu'avec le Canada. Moi, je pense qu'avec nos 9 voisins, plus notre utilisation de l'Atlantique, on peut vraiment être capable de rendre ça très très rentable et profitable pour nous, Congolais, mais aussi les voisins, parce qu'on est africains à la fin de la journée. Vous avez dit tout à l'heure, vous savez comment faire avec les multinationales, parce que chez eux, la justice existe. Et chez nous, c'est donc un peu plus compliqué. Patrice Majondo Mwamba, candidat numéro 12, élu président de la République, comment est-ce qu'il change cet état de fait d'une justice qui, normalement, élève la nation, est loin de remplir ce qu'on attend d'elle comme mission? Christian, c'est une question très pertinente et qui me tient très à cœur, parce que sans justice, il n'y a pas d'identité réelle. Aujourd'hui, le gros problème dans le système judiciaire de notre pays, c'est la capacité de pouvoir rémunérer les fonctionnaires à leur niveau. Je suis désolé, quand vous avez un juge qui touche 5 000 $, ou je dirais même, je serais assez fou, disons 7 500 $, mais il doit gérer une affaire minière du Katanga qui a 50 millions de dollars à la table, mettez-vous à sa place. Vous ferez quoi? Je ferai ce pourquoi on m'a nommé. Il faut aussi être logique, avoir la vocation et remplir sa mission
qu'on a accepté, au salaire qu'on a pris. Oui. Et non pas verser dans la corruption parce qu'on se retrouve devant une affaire qui est d'un montant qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses si la justice n'est pas juste. Absolument, mais la réalité du salaire, moi et toi, on le sait, ce n'est pas 7 500 $ que les juges congolais touchent, ok, c'est vachement moins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec leur salaire et leur pouvoir constitutionnel, les choses ne sont pas cohérentes. Je pense qu'aujourd'hui, si on devait vraiment changer notre secteur judiciaire, ça serait de pouvoir élever les salaires de nos juges et de nos représentants de l'État. Il suffit d'augmenter les salaires pour que tout soit réglé. Tout ne sera pas réglé parce qu'il n'y a pas un système parfait, mais je pense qu'on fixerait déjà beaucoup, énormément. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, il y a des juges et certaines personnalités dans le secteur, dans le domaine judiciaire, qui, avec leur salaire, ont 2 villas ici à Kinshasa, qui valent des millions, qui ont 2 villas en Europe, des enfants en Occident, qui ont une charge mensuelle à peut-être 50 000 $, plus compter qu'ils doivent prendre en soin de tout un village. L'un dans l'autre, je pense que le problème, c'est justement que ils ne sont pas rémunérés correctement, alors ils trouvent différentes solutions. Mais j'ai beaucoup de respect pour eux et je pense que personnellement, Patrice Majono-Mwamba étant président de la République démocratique du Congo, je ferai d'un point que tous les fonctionnaires de l'État congolais puissent être rémunérés au niveau qu'il faut. Ça, c'est le début d'implémenter justement les solutions qu'on connaît. Voilà, Monsieur Patrice Majondo, vous êtes candidat à président de la République. Parlons aussi économie. Vous avez dit ici que vous êtes dans les affaires. Quelle est votre lecture sur l'économie congolaise? Vous estimez qu'elle est bonne, elle stagne, elle est normale? Qu'est-ce qui devrait changer pour que tout soit normalisé et que la population congolaise, qui connaît des jours compliqués avec le taux d'échange qui bouge à chaque instant, que comptez-vous préconiser pour améliorer nettement ces secteurs? Mais vous savez, pour moi, les choses sont... Vous allez être un peu surpris, mais avec Patrice Majono-Mwamba, tout est très simple. Okay, on est très pragmatique dans notre approche. Par rapport à l'économie de la République démocratique du Congo, la chose la plus importante, c'est de pouvoir amener des flux économiques importants. Okay? On doit ramener beaucoup d'argent dans ce pays. On a la capacité de le faire. Aujourd'hui, on n'est pas au contrôle de tout l'argent qui rentre dans ce pays et surtout, on n'est pas au contrôle de tout l'argent qui sort de ce pays. OK? Pour diverses raisons. Aujourd'hui, si on veut vraiment dynamiser l'économie congolaise, OK, on ne peut pas être le Congo et avoir 7 compagnies majeures dans le mining sector. OK? On n'est pas la Gambie, avec le respect que j'ai pour la Gambie. Hein, on n'est pas le Sénégal, on est le Grand Congo. 100 millions d'habitants, plus de 2 millions de square de la superficie de ce pays. Okay? C'est pas normal. Vous ne pouvez pas me citer 10 compagnies majeures dans le mining au Congo aujourd'hui. Mais on a 60% de ci, 40% de réserve de ça. Pour moi, c'est vraiment la solution, en tout cas une des solutions premières, c'est de pouvoir faciliter que les plus gros capitaux internationaux puissent revenir au Congo. On a cette capacité. Sinon, ils vont aller chez les voisins. Comment allez-vous procéder justement pour que ces investisseurs arrivent? Vous savez, c'est ce que j'ai fait déjà dans mon travail de tous les jours, jusqu'à ce point ici. Okay? C'est de pouvoir leur offrir un écosystème de travail qui est simple, qui n'est pas un système de rackettage, mais plutôt un système de pouvoir dynamiser les opportunités. Aujourd'hui, un investisseur, moi je vous poserai la question très simple. Okay? Votre nom c'est, je suis désolé? Trésor, excuse-moi mon frère. Ok, je vous pose la question. Est-ce que vous mettrez les économies de votre famille dans une banque congolaise aujourd'hui? Oui. On n'a pas d'autre choix. Hein. Oui, on n'a pas d'autre choix. Oui, mais on faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Hein. On n'a pas d'autre choix. Parce qu'il y a eu, je me rappelle, 1 ou 2 banques qui ont fermé et les gens n'ont pas pu se retrouver. Oui, mais aujourd'hui, on ne les mettrait pas, on les met pas dans une banque congolaise, on les met où? Ben, où toi tu sais, on les met. On les met où dans des pays où justement le système financier et bancaire est sécurisé et garanti. On les met à l'étranger. Avec tous les Congolais vont faire la même chose? Pardon? Tous les Congolais vont faire la même chose, même ceux qui n'en ont pas la possibilité. La question du Trésor est de qu'est-ce que je ferai pour que toutes ces grosses corporations viennent? Oui. Moi je vous dis, moi si j'ai $1 milliard, aujourd'hui je ne les mettrai pas au Congo. Ok?
Si j'ai $1 milliard, je ne les mets pas au Congo. Quelle garantie tu me donnes sur $1 milliard? Mais vous êtes candidat président de la République. Oui, mais il faut justement, comme j'ai dit, créer justement une nouvelle plateforme. Alors, qu'est-ce que vous changez pour qu'on puisse mettre le $1 milliard d'investissement au Congo? Voilà. Bingo. Ça, c'est la question qu'il faut. Ok, très simplement. C'est la question que je pose. Ok. C'est justement ramener des corporations, des multinationales et des institutions crédibles. Comment vous faites ça? Mais question, comment est-ce qu'on fait ça? Moi, je le fais aujourd'hui. Combien de personnes on n'a pas mis dans ce pays? Que ce soit dans le secteur financier, dans le secteur banquier, dans le secteur mining. On a amené au Congo tout le monde. Tout le monde. Et moi, humblement parlant, j'ai accès à tout le monde, je connais tout le monde. Ça n'a pas fonctionné. Alors imaginez le Congolais normal qui n'a accès à personne, ou le Congolais normal qui a accès peut-être à 10% ou 30%. Moi, je vous parle de ma perspective et de ma réalité. Moi, je ne vous parle pas d'une réalité qu'on m'a racontée au téléphone ou que j'ai été googlé. C'est une réalité que j'ai vécue. On a ramené des institutions cohérentes, des institutions qui permettent justement qu'un investissement réel et substantiel à la tête du Congo puisse venir ici. Mais quand ils arrivent ici, dès que leur jet atterrit à Njili, c'est comme un drapeau qui est appuyé, tic, 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 tic. Tout le monde sait que voilà, il y a tel qui est là et un système est établi et les gens n'arrivent pas. C'est parce qu'il y a la corruption qui règne en maître. Qu'est-ce que vous préconisez notamment pour mettre fin justement à la corruption? Et tout à l'heure, j'ai dit pour mettre fin à la corruption, il faut élever les salaires des fonctionnaires. Ça suffit. Et c'est un début, parce que vous avez une autre solution. Oui, mais alors, l'argent pour... Alors, attendez. Oui. Pour que ça aille mieux, vous faites venir les entreprises. Oui. Comme ça ne va pas mieux, il y a la corruption. Oui. Pour que ça aille mieux, pour qu'il n'y ait plus de la corruption, vous augmentez les salaires. Comment vous allez augmenter les salaires puisque les entreprises qui sont venues ne sont pas encore là? Okay. Comment est-ce que vous... donc, on est dans la question économique. Comment est-ce que vous augmentez la richesse nationale au point où vous pouvez, avant que les autres arrivent, augmenter les salaires? Parce qu'aujourd'hui, on perd des milliards de dollars dans un marché noir au Congo sur lequel on est incapable de justifier. Donc l'argent aujourd'hui pour pouvoir augmenter les salaires des fonctionnaires congolais, on l'a. Où? Okay. Au Congo, on l'a. Okay. On l'a au Congo. Et il faut qu'on soit simple. Hein. Je vous adore parce que vous allez aller dans beaucoup de trucs. On a cet argent au Congo. Et moi, on connaît certaines personnes ici qui du jour au lendemain sont devenues multimillionnaires. On se demande comment est-ce qu'ils ont fait, ou ils sont magiciens, ou je ne sais pas quoi. Donc l'argent pour augmenter les salaires des fonctionnaires congolais, le Congo l'a dans son budget. Il l'a. Maintenant, est-ce qu'il est réparti équitablement? Ça, c'est la question. Et la question pour moi, justement, si on peut augmenter ces salaires en facilitant des groupes spécifiques, excuse-moi, des groupes spécifiques, la solution serait trouvée. Okay. Mais l'argent, on l'a au Congo. Voilà. Pour ça, en tout cas, pour augmenter les salaires des fonctionnaires, on l'a. Oui, en fait, ma question, c'était juste par rapport à vos propos du départ. Vous dites augmenter les salaires des fonctionnaires pour mettre fin à la corruption. Oui. C'est l'une des étapes ou l'une des solutions. Alors, au départ, vous avez dit que vous ne bougez pas les institutions en place. Qui, vous le savez, parce que vous suivez l'actualité, vous me l'avez dit même mieux que moi, qui sont déjà hyper budgétivores. On a vu tous les rapports qui vont. Et plusieurs candidats présidents de la République qui sont passés ici ont dit que pour avoir un peu d'argent, il faut absolument réduire de manière drastique le train de vie des institutions. Vous, d'une part, vous laissez tout en place. Oh, mon cher. Avec le faible taux de mobilisation des recettes que nous avons aujourd'hui, et vous pensez à quel délai avoir suffisamment d'argent et de quelle manière pour augmenter les salaires des fonctionnaires. Ok, vous savez, je vais vous dire, vous êtes la raison pour laquelle ce pays ne fonctionne pas, hein, avec beaucoup de respect. Comment ça? Oui, hein, parce que vous aimez toujours aller dans la technocratique, aller dans une substance qui n'emmène en fait aucun avancement dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis encore si bien, combien est-ce qu'aujourd'hui le secteur du mining aujourd'hui produit dans ce pays et combien revient à ce pays? C'est des milliards de dollars qui disparaissent, on le sait. Qui disparaissent ou parce que le Congo n'a plus investi, la GECAMIN est en chaos, et donc a fait appel, vous avez dit que vous venez avec des investisseurs, notamment mining, les investissements dans les mines demandent beaucoup d'argent. L'investisseur, il ne vient pas pour le Congo, l'investisseur, il vient pour faire le profit. Il laisse au Congo la fiscalité et tout ce que le Congo doit retenir, mais le Congo ne peut pas retenir plus. Et
puisque pas acteur minier comme la Gécamine auparavant, retirer autant de bénéfices qu'il ne le faisait avant. Ce n'est pas l'argent du Congo, c'est l'argent de celui qui investit dans l'exploitation des mines. Je ne veux pas citer de nom, mais moi, personnellement, j'ai été impliqué, notamment dans le secteur Maningo Katanga, pour précisément là-bas, avec une compagnie internationale d'un pays qui venait de l'Amérique du Nord, du Canada spécifiquement, qui payait des taxes extrêmement importantes. Et cette compagnie, actuellement, est repartie du Congo parce que leur paiement avait été conditionné. Conditionné. Par quoi? Par certains individuels. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, vous dites, on est d'accord, que c'est possible, mais qui, malgré votre intervention du début de l'émission où il n'y a pas beaucoup à changer, tout est à changer. Non, mais écoute, Christian, moi je veux être simple, ok? Je ne veux pas être ici à raconter une histoire à ton audience, raconter une histoire à notre peuple, comme on a souvent l'habitude de le faire, ok? Je ne veux pas être ici à parler de changer telle législation et telle. Je suis ici pour pouvoir promouvoir notre pays dans un sens positif. Est-ce que je suis le meilleur? Peut-être pas. Mais est-ce que je suis un Congolais concerné qui veut faire partie de ce développement? Absolument. Alors vous me parlez justement de comment est-ce qu'on va faire pour trouver cet argent. Moi je vous dis, et moi ma réalité, je ne peux parler que des choses que j'ai vécues. Okay? Pas des choses qu'on m'a expliquées, mais des choses que j'ai vécues. L'argent dans ce pays, on l'a. Tu le sais, je le sais. Okay? Peut-être pas l'audience, mais moi et toi, on sait. Non, moi, je ne dirais pas qu'on l'a. Je dirais que le pays est potentiellement riche. Il faut juste travailler. Et transformer. 24 non, parce que si vous montez à votre audience, alors ils vont toujours penser et croire ce que vous dites. Mais la vérité, au Congo, l'argent, il est là. Actuellement, on a cet argent-là. Elle disparaît dans le marché noir, on est incapable de le faire. Si vous voulez, je pourrais demander à mon équipe de vous envoyer des rapports réels des institutions internationales qui sont concrètes et réelles, qui fonctionnent. S'il faut que ça fonctionne pour la Chine, ça fonctionne pour Abu Dhabi, ça fonctionne pour l'Inde. Pourquoi est-ce que pour le Congo, ça serait différent? C'est encore la même chanson, Ezala Kaboya. Parce qu'on ne travaille pas. Non, il y en a qui travaillent. Je vais vous dire, allez faire un tour là-bas. Allez faire un tour dans certaines ces concessions. Ils travaillent. Oui, ils travaillent. L'argent, il est là. Mais ils travaillent, c'est du privé. L'argent est là. Vous les captez comment? C'était ça le sens de ma question. Vous les captez comment pour, d'une part, maintenir le statu quo et de l'autre, augmenter les salaires des fonctionnaires? Mais déjà, je ne veux pas capter cet argent-là nécessairement pour pouvoir augmenter les salaires de nos fonctionnaires. Parce que l'argent pour augmenter le salaire de nos fonctionnaires, on l'a dans notre budget. On l'a. Aujourd'hui, vous avez connu cette histoire. Certains ministères qui ont 300 personnes fictives qui viennent de je ne sais où, qui sont payées. On le connaît. Alors, si on peut vraiment... Donc, vous voyez qu'il y a des choses à faire déjà dans le fonctionnement de l'État. Oui, mais ce n'est pas un changement. Pour moi, je ne veux pas passer... Aujourd'hui, je ne veux pas demander à mon cabinet de se préoccuper d'aller passer du temps, dépenser de l'argent à essayer de changer des régulations où je sais qu'en fait, on peut le faire très simplement. Parce que je le sais, tu le sais, on le sait tous. Mais on va être ici, on va essayer de mentir, essayer d'articuler des choses pour que ça sonne bien. Moi, je n'ai pas le temps que ça sonne bien. J'ai besoin de voir des choses cohérentes et concrètes. Moi, quand je suis dans mon bureau, chez moi, dans mon entreprise, je dis à mes employés, je n'ai pas besoin que tu me racontes une histoire. Moi, démontre-moi plus 1 plus 1. Qu'est-ce que ça donne? Si ça donne 2, on avance. 2,5, ça n'avance pas. Parce que 1 plus 1, c'est 2. C'est la logique. Monsieur le Président, vous voyez les choses simplement. Mais il faut. Monsieur le Président, vous ne dites pas concrètement ce que vous allez faire. À plusieurs questions, vous répondez qu'on sait. Vous nous amenez dans un terrain des connaissances que nous ignorons finalement. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour mobiliser l'argent, pour arriver à en avoir de manière concrète? Mais tu peux m'expliquer comment est-ce que je ne réponds pas concrètement? J'aimerais comprendre ça. Vous voulez que je te dise, tu veux que je te dise quoi? C'était une question, là vous renvoyez une autre. La question serait de savoir avec quel budget comptez-vous réaliser tout cela ou tenir durant les 5 ans? Actuellement, on a un budget. Votre budget, qui ne vous permet pas de réaliser vos objectifs. Si, bien sûr. Mais je vais maintenant, je pense encore vous choquer une fois, parce que Patrice Majono-Mwamba est venu pour choquer. Okay? Je suis là pour choquer, pour changer cette mentalité. Et je veux le faire. Et on va le faire tous ensemble. Aujourd'hui, c'est peut-être tout nouveau pour vous. On va se revoir et, comme on dit, on va marteler, ça va rentrer. Okay? Aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour parler de chiffres. Parce qu'encore une fois, ça serait un mensonge pur et simple. J'ai vu plusieurs personnes vous parler de chiffres. Aujourd'hui, il n'y a que
très peu de personnes qui ont des chiffres cohérents. Très peu de personnes. Ça, c'est une réalité. Et vous ne parlez pas à quelqu'un qui est novice dans ça. Okay? Moi, j'ai été, humblement parlant, j'ai représenté différents chefs d'État et j'ai certaines compréhensions. Aujourd'hui, si je me mets ici à vous parler de 5 dollars, 50 milliards de dollars, 1000 milliards de dollars, ça sera totalement du n'importe quoi. Non, Okay? Si on veut être pragmatique et si on veut être réel, okay, quand il s'agit de chiffres, c'est quand vous prenez possession de ce fauteuil, quand vous prenez possession de ce bureau, quand vous prenez possession de cette entité qui est être chef de l'État de la République démocratique du Congo. Actuellement, moi, à mon niveau, je ne parlerai pas de chiffres à qui que ce soit. J'ai une équipe, j'ai des spécialistes qui travaillent pour moi, qui sont prouvés, pas juste au Congo, mais à l'international. Encore une fois, je reviens à la même dynamique. Okay? Si tu peux le faire en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde, pourquoi est-ce qu'au Congo, tu ne peux pas le faire? Ou parce qu'au Congo, il faut faire comme on fait toujours. Ne dites donc pas que l'argent, il y en a. Parce il y a que de l'argent. Vous venez de dire là. Non, je peux le dire parce que... Pour mieux maîtriser les chiffres, il faut prendre en possession le fauteuil de président de la République. Être précis. Cela veut dire... Être précis. Oui. Parce que si je donne aujourd'hui à votre audience, okay, si je me mets ici à balancer des chiffres, hein, je suis en train de spéculer. Okay, est-ce que l'audience congolaise a besoin de spéculation? Vous n'avez pas pitié d'eux? Vous, ça va, hein, il fait ici, il y a de l'air conditionné, c'est beau. On travaille pour ça. Oui, je sais. On travaille pour... Oui, on travaille pour ça. Okay, mais moi, je n'ai pas envie de raconter une histoire à mon peuple. Oui, mais vous avez... C'est pas une question d'envie. Vous avez l'obligation, entre guillemets, de dire à ceux qui sont censés voter pour vous comment vous allez faire pour changer la donne. Pour changer le quotidien de ceux qui vous écoutent. Alors, vous savez pourquoi est-ce que ça vous choque? Ou peut-être vous répétez la question 100 fois parce que vous avez l'habitude que les gens vous répondent avec des réponses kilométriques qui vont... De la précision, simplement. Ici, c'est simple. Il n'y aura pas plus de précision que ça. Si vous voulez plus de précision, je vais amener mon équipe financière. Il peut vous parler. Vous-même, vous ne savez pas en dire plus. Mais je suis le chef. Mais c'est vous le président, c'est pas votre équipe. Et le chef prend des décisions. Le chef n'est pas là à discuter de chiffres. Le chef décide. Il décide par rapport au rapport qu'il reçoit. Je suis le chef. Je suis le CEO de ma compagnie. Et quand je prends une décision de ma compagnie, c'est après que le financial manager a fait son travail. Le chef maîtrise aussi la situation. Le chef maîtrise aussi le contexte pour mieux s'expliquer. Parce que devant la population, c'est le chef qui va parler, non pas ses conseillers. C'est le chef qui va parler, non pas ses experts. Le chef maîtrise et il est censé nous dire, ou dire à ceux qui sont censés voter pour lui, comment il maîtrise la situation et qu'est-ce qu'il va faire concrètement. Je vais vous faire rire. Alors, je reviens de l'Inde il y a 5 jours, 6 jours. Je suis à l'hôtel Hilton. Okay. Ici à Kinshasa. Oui, à Kinshasa. Dans le hôtel climatisé. Non, tout à l'heure vous avez... mais j'aime le confort. Il fallait que je vous la renvoie parce que voilà. Oui, bien sûr, j'aime le confort. Oui, très climatisé. Je pense que c'est même le meilleur du pays actuellement. Oui. Alors, je suis dans l'hôtel et je regarde votre show. Et dans votre show, il y avait un individuel que j'ai beaucoup de respect pour, qui parlait de beaucoup de chiffres. Et ça sonnait bien, fantastique. Et dans l'hôtel, j'étais avec les serveurs et les serveuses. Je les ai permis de rester pour pouvoir... je voulais avoir un peu la compréhension. Parce que pour moi, le Congo réel, c'est eux. Au bout de 30 minutes, je leur pose la question, est-ce que vous avez compris quelque chose de tout ce que notre frère a dit? On n'a rien compris. Alors... dès ce jour-là, je me suis... Vous pensez qu'on vous a compris? Vous pensez qu'on vous a compris? Mais écoute, on vous a bien compris? Aujourd'hui, qu'est-ce que votre public et qu'est-ce que votre audience va comprendre et que aujourd'hui, il y a un candidat à la présidence, qui a un potentiel, c'est-à-dire un potentiel qui a une vision par rapport au développement de ce pays au point de vue économique qui est assez basique et simple. Parce que cette réalité, tout le monde la vit et tout le monde le connaît. Donc, l'argent, dans ce pays, elle est liée. Pouvoir amener les capitaux, on sait aussi que c'est important. Comment tu vas le faire? Tu dois pouvoir faciliter cet engrenage économique, cette dynamisation économique. Nous sommes au 7e jour. S'il vous plaît. Nous sommes au 7e jour de la campagne électorale. Nous sommes, oui, 7e jour. Nous sommes au 7e jour de la campagne électorale. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous irez à la rencontre de la population? Mais je le fais déjà, en fait. Vous allez à Tchango, posez la question. J'étais à Kasavubu hier, j'étais à Matongé. Uniquement à Kinshasa? Non, mais on commence, vous voulez quoi? Je peux commencer où je veux. Ça, c'est mon choix constitutionnel. Absolument, je commence à Kinshasa. Après Kinshasa, vous irez où? J'irai à Goma.
Au départ, j'avais planifié de faire la campagne dans tout le territoire. Le temps, il est fait que c'est très très difficile de pouvoir se... c'est déployé. Pardon ? C'est déployé. Pas se déployer, mais vous savez, qu'est-ce que j'ai réalisé en parlant à toutes ces personnes, et je pense, je ne sais pas si beaucoup de candidats le font, moi j'ai été sur le terrain, c'est-à-dire dans les marchés et tout le reste, et qu'est-ce que j'aperçois de notre population, ils veulent le changement, mais ils ne savent pas comment ou où. Ils te disent juste, on veut le changement, mais je te pose la question, comment veux-tu aujourd'hui ? La question c'était sur votre déploiement pour la suite de la campagne. Je commence à Kinshasa et puis je vais faire les autres villes. Je me suis donné les moyens pour le faire. J'ai un avion à disposition, un jet personnel à disposition pour le faire. Donc ça, c'est pas un problème. Je ne sais pas si vous voulez, quel genre de réponse vous voulez. Oui, on va se déployer parce que c'est une campagne. Peut-être que vous êtes pris en retard. Non, parce qu'aujourd'hui, la ville la plus importante du pays, c'est Kinshasa, oui ou non ? Dans le sens où les Congolais, pour mieux expliquer votre programme, vos ambitions, et pour mieux vous faire connaître... il faut le show. Non. Je ne parle pas de show. Il fallait peut-être vous y prendre plus tôt, parce que les acteurs politiques préparent leur candidature 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, plus monsieur, tôt. Mais vous, on vous découvre. Je ne veux juste pas dévoiler le nom, ok ? Mon directeur de cabinet. Et aujourd'hui, Christian, je te le ferai parvenir. Peut-être à ton niveau, tu peux le donner à ton audience. Il est numéro 1 au monde, ok ? Number 1. Qui est votre directeur de cabinet ? Oui, ok. Numéro 1 dans le monde. Il en a fait 50, il en a gagné 50. Alors vous n'allez pas me dire que lui, il est tellement con que, excuse mon langage, qu'il peut le faire partout dans le monde, mais au Congo, il ne sait pas le faire. Ça, c'est encore la même... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maintenant, je pense que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On va vous donner 2 minutes. On n'a peut-être pas réussi par nos questions à vous faire peut-être bien passer le message, parce que le but c'était ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour changer le Congo ? Pourquoi est-ce que les électeurs, le 20 décembre, une fois arrivés dans l'urne, vont déposer le numéro 12, candidat numéro 12, comme choix à l'élection présidentielle ? Vous avez 2 minutes, les caméras sont devant vous. 2 minutes en français, dans la langue de votre choix, Lingala, Chiluba, Swahili, Kikongo. La parole est à vous. Mais déjà, je veux clarifier une chose. Je veux parler en français pour la simple raison qu'aujourd'hui, si on doit parler dans une langue ou une autre, on va devoir laisser le reste du pays. Okay ? Donc le français, c'est la langue qui nous connecte tous aujourd'hui. Alors très simplement, mes chers compatriotes, Congolais, Congolaises, aujourd'hui, je me présente à vous pour la simple raison que je suis un Congolais concerné. Je lance aujourd'hui une campagne, j'ai lancé une campagne il y a 6 jours, qui s'appelle, c'est un mouvement qui s'appelle Notre Congo, notre fierté, comme je disais tout à l'heure. En anglais, Our Congo, Our Pride. Pourquoi en anglais ? Parce qu'aujourd'hui, si on veut justement, comme on parlait avec nos collègues et frères, ramener des capitaux dans ce pays, l'argent se trouve en anglais et non pas en français. C'est pour ça que tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais anglais-français. Mais on est dans un pays francophone que je respecte, que je suis moi-même. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit les hommes et les femmes de notre temps, avec le temps de technologie dans lequel on est. Donc l'anglais est très très important. Alors, mon programme, comme je disais, est axé sur 3 choses. Et la première des choses, c'est la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise, aujourd'hui, est une tranche de la population qui a été complètement oubliée. Complètement oubliée. Tout le monde parle des mines, tout le monde parle des choses qui sont extrêmement à l'oreille très sexy, très bonnes. Mais en réalité, en fait, sans cette jeunesse, on ne saura pas construire notre Congo de demain. Sans cette jeunesse, on ne sera pas capable de conduire le Congo aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise représente 65 à 70%. Okay? Et aujourd'hui, moi, Patrice Majono Mwamba, a pris le leadership de cette jeunesse pour pouvoir leur donner une voix, pour être la plateforme qui va leur permettre de pouvoir être entendu et écouté au Congo et à travers le monde. Okay? Le deuxième axe de mon programme, c'est la facilité de pouvoir ramener la diaspora congolaise au Congo. Créer les plateformes cohésifs qui pourront justement les permettre de revenir ici sans se sentir victimisés ou se sentir abusés. Okay? Et pour moi aujourd'hui, pour construire notre Congo, on a besoin de cette expertise de la diaspora. On n'a pas nécessairement besoin de ramener des Français, des Américains ou des Belges. On peut ramener aujourd'hui la diaspora congolaise qui aujourd'hui a l'expertise qu'il faut. Et le troisième axe très important pour mon programme, okay, c'est aujourd'hui la cohésion de notre pays, l'amour de l'un de l'autre.
On est très souvent rapide de parler de Dieu, je suis un croyant, très souvent rapide de parler de comment est-ce qu'on s'aime, mais en réalité, nos actions ne parlent pas d'elle. Elles ne parlent pas de cet amour qu'on parle. C'est très important aujourd'hui qu'on puisse, aujourd'hui, entre Congolais, venir ensemble pour pouvoir construire notre pays. Parce qu'on ne va pas le reconstruire, il n'y a rien à reconstruire, il y a tout à construire. Aujourd'hui, ce sont les 3 raisons pour lesquelles Patrice Majondo-Mwamba a décidé de se lancer dans cette course à la présidence, et je vous demande de prendre vos responsabilités en main et de prendre les décisions qui seront bénéfiques pour vous. On ne vote pas la personne, on vote le programme. Les programmes de tous les candidats de la République aujourd'hui peuvent être trouvés sur leur website personnel, et si quelque chose est important pour vous, vous ferez la démarche nécessaire pour pouvoir justement comprendre les détails de ce programme. Voilà, c'est ça mon message. J'espère que vous prendrez le temps de visiter notre website www.ourcongo.com, et j'espère vous voir très bientôt dans une des villes proches de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Majondo. Merci. Vous êtes le candidat numéro 12 élection présidentielle. Alors, comme c'est devenu, on ne va pas se lever aujourd'hui, c'est devenu une habitude, je vous remets ce cadeau de la part de Top Congo FM pour immortaliser votre passage. C'est pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Magnifique. Merci à vous tous. Ici se termine cette émission. L'émission Campagne continue avec des candidats, deux invités jusqu'à 13h, et à 12h30 un appel. À 12h30 nous serons en direct à Paris avec l'événement du jour dans la diaspora congolaise, le concert de Fally Ipupa. Nous serons avec l'artiste en direct par téléphone tout à l'heure à 12h30. Juste maintenant on fait la pause, on se retrouve directement avec nos 2 invités, émission en campagne avec vous jusqu'à 13h. En campagne, votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h, 13h30, avec Christian Lusakono, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo.